Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2023-2024 de la LNH et cette fois-ci, on s'attaque aux Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton, quand même, qui ont très bien paru en saison régulière, on va se le dire, mais qui ont eu une fin de trajectoire un peu décevante. Mais ce qu'il faut donner aux Oilers d'Edmonton, c'est le fait qu'ils ont été éliminés encore une fois cette année par ceux qui allaient devenir les champions de la Coupe Stanley. Donc, on donne le bénéfice du doute aux coureurs. Ils ont fait face à une organisation qui avait beaucoup de profondeur, une organisation qui est prête à se sacrifier, une organisation qui a été très performante et qui respectait son système. Du côté des Oilers d'Edmonton, pas de cachette, c'est l'attaque. L'attaque, l'attaque, l'attaque. Et ça a eu pour résultat que les statistiques offensives des joueurs des Oilers ont été plus qu'impressionnantes. Il n'y a pas grande équipe dans l'histoire de la LNH, ben non, peut-être pas dans l'histoire, mais on va dire dans l'histoire très récente, là, on va dire ça comme ça, qui peuvent se vanter d'avoir 3 marqueurs de 100 points et plus. Puis du côté des Oilers d'Edmonton, 104 points pour Megan Hopkins, évidemment 128 points pour Draisaitl et 153 points pour Connor McDavid. Ça a été un massacre offensif du côté d'Edmonton la saison dernière. C'était la première saison en tant qu'entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton pour Jay Woodcroft et il a permis de passer de la septième, de la c'est pas la septième, excusez, je me suis trompé. Je pense qu'il est passé genre de 11e dans la ligue à 7e dans la ligue. Si je ne fais pas erreur, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est ça, 11e à 7e dans la ligue comparativement à la saison précédente, soit 2021-22. Par contre, en 2021-22, on avait atteint la finale de conférence, la finale de l'Ouest, alors que l'année passée, on s'est incliné en deuxième ronde contre les Golden Knights de Vegas. Mais je reviens avec la même idée. On s'est fait battre les 2 années de suite par ceux qui allaient devenir les champions de la Coupe Stanley. Alors pour ce qui est des Oilers d'Edmonton, ça a été une organisation dominante qui a été une puissance offensive toute la saison, des statistiques qui ont été vraiment exceptionnelles dans le cas de Connor McDavid. Donc on a connu une bonne saison dans l'ensemble, mais si vous êtes un amateur du jeu défensif, regardez pas ça. Les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe qui bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les défenseurs bougent tout le temps. Tout le monde patine dans cette équipe-là et c'est pas responsable défensivement. Mais, tel un divin sorti des eaux magnifiques de Jésus, on a eu Stuart Skinner, quand même une recrue à la mi-vingtaine, mais bon, une recrue qui a réussi à afficher un pourcentage d'arrêt au-dessus de 900 chez les Oilers d'Edmonton. Ça relève du miracle. Donc, on y va pour l'analyse de la saison 2022-23 des Oilers d'Edmonton. Donc, pour la saison 2023-24, on revient bien évidemment avec notre directeur général Ken Olin, l'entraîneur-chef Jay Woodcroft. Pour la saison 2022-23, c'est 50 victoires, 23 défaites et 9 défaites en prolongation. Donc, on a quand même connu une saison qui était plus que satisfaisante. 109 points. La saison d'avant, on avait 100 quelques points. De mémoire, il me semble que c'était 101 points la saison d'avant ou quelque chose comme ça. Fait que pas une grosse différence au niveau des points, mais on a quand même monté par contre. Là, on a monté les échelons. Ce qui nous a permis de terminer deuxième au niveau de la conférence de l'Ouest et septième dans toute la Ligue nationale. Alors, une bonne saison de manière générale. Une moyenne de buts marqués de 3,96, ce qui représente bien évidemment la meilleure offensive de la Ligue nationale. De mémoire, les Bruins sont deuxièmes. Il me semble que les Bruins sont à comme 3,60 quelque chose, genre 3,67. 3,96, 3,67, c'est quand même une bonne marge de différence qu'il y a au niveau offensif entre le numéro 1 et le numéro 2 de la Ligue nationale. En termes de moyenne de buts accordés, par contre, là, on est à 3,12 en termes de moyenne de buts accordés. C'est pas exceptionnel de ce côté-là. On est 16e dans la Ligue nationale pour ce qui est de l'aspect défensif. Et maintenant, l'avantage numérique. 32,4%. Ça, c'est un record de la LNH. Évidemment, l'efficacité en avantage numérique n'a pas toujours été comptabilisée, mais depuis qu'on la comptabilise, c'est un record au niveau de la LNH, une efficacité à 32,4%. Pour se donner des repères, une organisation qui tourne aux alentours de 24, 25, 26, tu te dis, est bonne en avantage numérique. Une qui est à 17 est poche, mais quand tu tombes dans le milieu vingtaine, d'habitude, tu es bon. Si tu arrives à 28, tu es vraiment bon. À 32, tu es exceptionnel, littéralement. Un des avantages numériques à 77%, c'est beaucoup moins bon. On est 20e dans la Ligue nationale. On s'est incliné en deuxième ronde contre les Golden Knights de Vegas. On essaie d'imposer notre style de jeu aux Golden Knights de Vegas et ils n'ont pas rougi du tout. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, les Golden Knights. Il faut leur donner ça. Le meilleur en termes de but aura été bien évidemment Connor McDavid qui a atteint les sommets à tous les niveaux pour ses statistiques individuelles l'année passée. Donc un sommet en carrière pour le nombre de buts, pour le nombre d'assists, pour le nombre de points. 64 buts, c'est quand même très impressionnant.
Donc, numéro 1 chez les Oilers pour ce qui est des buts, numéro 1 chez les Oilers pour ce qui est des points avec 153 points. C'est encore là très impressionnant pour ce qui est de la production. Troisième année de suite qui gagne le Art Ross, quelque chose comme ça. Fait que, on le sait, Connor McDavid est un joueur très respecté et qui produit beaucoup offensivement. Le meilleur défenseur, je le mets entre guillemets, mais le meilleur défenseur à caractère offensif du côté des Oilers d'Edmonton aurait été Darnell Nurse, 82 matchs, 43 points, plus 26. C'était sa meilleure saison en carrière pour lui aussi en termes de production offensive. Puis plus 26 aussi, c'est pas mal dans son top là, parce que généralement les Oilers, c'était pas une équipe pas solide défensivement, donc les plus-moins mangeaient des volées par bout. Je vous invite maintenant à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour voir les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Oilers de Edmonton. C'est un texte qui a été signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Il vous parle de ces 3 espoirs-là. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo-ci, tout simplement parce qu'il est peu probable qu'ils percent l'alignement cette année. Donc c'est possible, on ne sait jamais, mais c'est peu probable. Alors on a les 3 espoirs, dont 2 Québécois. That's nice. On a Xavier Bourgault, un joueur de centre de 20 ans, choix de première ronde en 2021. On a Raphaël Lavoie, un choix de deuxième ronde en 2019. C'est un joueur de centre de 22 ans. Et finalement, on a Medvey Petrov, un ailier gauche de 20 ans, choix de sixième ronde en 2021. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous le mentionne encore, mais souvent les gars qui sont en KHL sont choisis un petit peu plus loin parce qu'on a des réticences à savoir s'ils vont, oui ou non, venir en Amérique du Nord. Je sais que Michkov a été choisi en première ronde, mais c'est pas tous des talents comme Michkov. Donc bref, des fois ça recule un peu au niveau du repêchage juste parce qu'on ne sait pas s'ils vont venir ou non. Par la suite, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour la toute première édition du magazine pré-saison LNH du À la Coupe disponible en téléchargement gratuit. On fait un survol des 32 organisations et les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour toutes les organisations de la Ligue. C'est disponible sur le site alacoupe.ca et c'est totalement gratuit au téléchargement. Maintenant, on va y aller du côté des alignements possibles. Bon. Au niveau des alignements possibles, j'ai essayé quand même de respecter la structure qui existe déjà là, du côté de Edmonton. Donc, il y a des gars qui sont déjà habitués de jouer ensemble. Et là, c'est là où on va parler de quelque chose qui pourrait être très intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'il y aurait un joueur qui pourrait être intéressant pour ce qui est des poules? Donc, quelqu'un qui va sortir un peu de nulle part, puis qui pourrait faire beaucoup de points cette saison. Et je pense qu'une carte cachée qui pourrait être intéressante du côté des Oilers, advenant qu'il reste en santé, serait ce joueur-ci, Connor Brown. Je vous explique. Connor Brown, en fait, a joué seulement 4 matchs l'année passée. Il était du côté de Washington. Puis il y a eu une blessure. Là. Mon anglais est peut-être pas 100% à point. Ça a un lien avec un ligament. Je sais pas vraiment c'était quoi la blessure. Mais en tout cas, bref. Il a manqué pratiquement toute la saison l'année passée, seulement 4 matchs. C'est un joueur qui généralement oscillait aux alentours de comme une quarantaine de points. On a connu, entre autres, du côté des Sénateurs d'Ottawa. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Connor McDavid a une mentalité qui ressemble un peu à celle de Sidney Crosby. Alors, Sidney Crosby, lui, ce qu'il demandait à son directeur général, c'était pas d'y mettre le meilleur ailier à côté de lui, c'était d'y mettre un ailier qui était capable de le suivre au niveau de la vitesse. Donc, il ne demandait pas à avoir un gars très talentueux, et c'est la raison pour laquelle on avait vu, j'enlève absolument rien aux joueurs, mais Pascal Dupuis n'était pas nécessairement le meilleur ailier dans la Ligue nationale, puis Sidney Crosby voulait jouer avec Pascal Dupuis. Une petite anecdote au passage ici, Sidney Crosby avait dit à Pascal Dupuis, essaye pas de faire ce que moi je réussis à faire, fais juste me suivre puis mets ton bâton à terre. Donc, je pense pas que McDavid a dit ça, là, je dis pas ça, mais Connor McDavid, il demande la même chose. Ce qu'il veut, lui, en fait, c'est avoir des alliés qui sont rapides, qui sont capables de le suivre à la relance. Alors, c'est ce qui fait qu'il est possible qu'on voit un joueur comme Connor Brown jouer soit avec Connor McDavid ou avec Leon Draisaitl. Puis dans le cas particulier de son contrat, je me souviens plus, c'est un bonus de, je pense, 3 millions de dollars s'il joue plus que 20 quelques games. Donc, le gars, il est très poussé à jouer beaucoup de matchs. Puis c'est un joueur qui est capable de suivre la vitesse. Ben, McDavid est quand même très rapide, mais mettons qu'il pourrait le suivre de pas trop loin, disons. Donc, il serait capable d'être à peu près dans le game avec Connor McDavid ou sinon avec Leon Draisaitl, qui est beaucoup plus lent, mais qui en échange de quoi ralentit le jeu de manière générale. Fait que Connor Brown est un joueur qui, au niveau des poules, pourrait surprendre beaucoup de gens parce que c'est un gars qui avait des saisons d'une quarantaine de points. Il a manqué toute la saison l'année passée, mais il est pressenti comme étant dans le top 6 du côté d'Edmonton. Et à ce moment-là, fort probable que ces statistiques vont aller de l'avant. Et on va le voir pour cause, puisque l'année passée, un certain Hyman était utilisé régulièrement avec Connor McDavid ou avec Leon Draisaitl. 83 points en 79 matchs l'année passée, donc une excellente saison pour ce qui est de Hyman. Connor McDavid, on en a déjà parlé en entrée, 153 points en 82 matchs, une saison plus qu'exceptionnelle pour ce qui est du capitaine des Oilers d'Edmonton. Et par la suite, on le fait jouer, moi dans mon cas, avec Connor Brown.
Donc, ça me donne une première ligne qui est relativement rapide. Puis, Connor McDavid est capable de produire avec n'importe qui de toute manière. Fait que tu pourrais y mettre Joe Blow à côté de lui, il ferait des points pareils. C'est pas tant un problème. Hyman a joué quand même avec Draisaitl aussi l'année passée. Draisaitl a joué souvent avec McDavid. Donc, ils jouent beaucoup avec leur trio à Edmonton. C'est pas nécessairement très stable. Mais je partirais avec cette idée-là. En termes de deuxième ligne, cette fois-ci, je vais y aller avec Ryan Nugent-Hopkins. Dans son cas, à lui, 104 points l'année passée. Ah! Ah, c'est exceptionnel quand même. C'est un joueur c'est un joueur qui back. C'est un joueur qui est capable de jouer défensivement. Puis il fait 104 points. C'est fou. En tout cas, bref, 104 points pour ce qui est de Ryan Nugent-Hopkins. Leon Draisaitl. Écoute, je pense qu'il si je ne fais pas erreur, il est genre troisième pointeur dans la ligue ou deuxième pointeur dans la ligue avec 128 points en 80 matchs. C'est deux styles de joueurs tellement différents, Connor McDavid puis Leon Draisaitl, mais tabarouette que les deux produits, ça n'a aucun sens. N'importe quelle équipe dans la ligue prendrait un de ces deux centres-là. Tu vas prendre une méchante drop avec le centre de troisième trio, par exemple, mais ça, c'est un autre sujet. Que je fais jouer par la suite avec Evander Kane. Bon, Evander Kane, 28 points en 41 matchs l'année passée. Une production qui est peut-être en dessous des attentes qu'on avait à son égard. Évidemment, on se rappelle aussi qu'il y a eu une blessure assez, je dirais, traumatisante là, au niveau du poignet, qui a fait peur. Une blessure qui a fait vraiment très peur au niveau de son poignet. Puis la saison a été écourtée. Donc, il a joué une demi-saison, mais c'est un joueur qui peut quand même avoir une meilleure production offensive. Puis je pense que du côté d'Edmonton, on l'avait quand même apprécié. Fait que j'y vais avec Evander Kane, deuxième trio, avec Draisaitl et Nugent-Hopkins. Ensuite de ça, en termes de troisième trio, ben là, c'est là qu'on pogne une méchante drop. Le top 6 est très utilisé du côté d'Edmonton. C'est pas très équitable. Tu sais, quand on parle de bonne profondeur à Vegas, c'est un peu moins le cas à Edmonton. On a Yann Marc, 25 points en 66 matchs l'année passée, que je fais jouer avec le jeune McLeod. McLeod âgé de 23 ans, 23 points en 57 matchs l'année passée. Et Warren Fogle, 28 points en 67 matchs l'année passée. En termes de quatrième ligne, on va y aller avec Dylan Holloway, quand même très jeune, 21 ans Holloway. C'est 9 points en 59 matchs l'année passée qu'on fait jouer avec Malone. Brad Malone qui, lui, a joué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. C'est un gars qui fait à peu près un point par deux matchs dans la Ligue américaine. C'est pas exceptionnel. J'ai été tenté quand même de rentrer le petit nouveau qu'on a ici, Lane Patterson. Mais en termes de LNH, il est peut-être plus à point que Patterson, mais en même temps, moi, je me dis, ça fait quelques années que Malone y est dans l'organisation. Pourquoi pas y donner une chance? Et par la suite, je ferme le tout avec Ryan, un vétéran de 36 ans, 20 points en 80 matchs. C'est un joueur essentiellement de profondeur. On a été chercher du côté de Columbus, Lane Patterson, qui lui a joué un total de 27 matchs dans la LNH l'année passée, un modeste 6 points. Et on a été chercher également Drake Kagulia, qui lui évoluait essentiellement, il a joué un petit peu dans la Ligue nationale du côté de Pittsburgh, mais sinon majoritairement dans la Ligue américaine. 53 points en 65 matchs dans la Ligue américaine. Je pense pas que c'est un gars qui est pressenti LNH pour cette année. Bon, en termes de défenseurs, là, on y va avec des défenseurs qui ont été des pairs quand même reconnus. Là. Ils ont joué quand même pas mal ensemble. La dernière saison, on avait Brody qui connaissait une bonne saison jusqu'à présent. Et finalement, vers la fin, je ne sais pas si c'est à la date limite pile ou c'est dans le bout de la date limite, mais en tout cas, finalement, vers la fin de la saison, on échange TJ Brody. Et on va chercher Mathias Ekholm. Un joyau de défenseur, Mathias Ekholm. J'adore ce gars-là. Un gros défenseur mobile, très responsable défensivement, qui est capable de produire offensivement. Il a connu des débuts vraiment exceptionnels du côté de Edmonton. En 21 matchs, 14 points plus 28 en termes de différentiel. Mais c'est ça, c'est que Mathias Ekholm, c'est un défenseur intelligent. Et ça, je pense que c'est une excellente addition qu'on a fait du côté de Edmonton. Fac, oui, TJ Brody connaissait un bon bout de saison, un bon début de saison, mais je pense qu'on a fait quand même une meilleure addition à long terme avec Mathias Ekholm. Maintenant, pour ce qui est de ma première paire, on va y aller avec Daniel Nurse, qui lui a connu une bonne saison quand même. 43 points l'année passée, 43 points en 82 matchs. Qu'on fait jouer avec Cody Ceci. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais été convaincu de la brigade défensive des Oilers, je ne le serai pas plus aujourd'hui, mais Cody Ceci, il a joué souvent avec Daniel Nurse. Donc j'assume qu'on trouve une complicité entre les deux gars. Je les ai remis les deux ensemble. Ma deuxième paire m'intéresse un peu plus. Je parle ici de Mathias Ekholm, que je vous ai parlé, ma petite perle que j'aime tout particulièrement. 32 points, excusez-moi, en 78 matchs l'année passée pour ce qui est de Mathias Ekholm. Un vétéran quand même d'une trentaine d'années, que je fais jouer avec le jeune Evan Bouchard. Evan Bouchard a été libéré de la transaction de TJ Brody. Ses statistiques ont frôlé, même je pense qu'il était à 1 point par match. Si je ne fais pas erreur, à partir du moment où Brody est parti, de mémoire, il me semble qu'il était à 1 point par match pour la balance de la saison. Donc, Evan Bouchard a connu
tout un éveil des suites au départ de TJ Brody. Un jeune défenseur âgé de quoi? J'ai 22 ans, lui? 23 ans. Un jeune défenseur âgé de 23 ans pour ce qui est de Evan Bouchard. En séries éliminatoires, 17 points en 12 matchs. Il a connu de très bonnes séries éliminatoires. Alors ça, c'est une paire de défenseurs que j'estime quand même beaucoup. Même si c'est chez les Oilers, je l'estime quand même. Alors, Evan Bouchard, l'année passée, c'est 40 points en 82 matchs, donc une bonne saison quand même. Mais à son âge, il va continuer à s'améliorer, c'est sûr et certain. On va lui donner plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Donc bref, Daniel Nurse puis Cody Ceci. Pas sûr que ça va rester première paire longtemps, ça. Bon. Et par la suite, en termes de troisième paire, on va y aller avec l'ancien du Canadien de Montréal, Brett Kulak, 20 points en 82 matchs l'année passée, un vétéran de 29 ans, qu'on fait jouer avec le Québécois Desharnais, 5 points en 36 matchs l'année passée. Il a fait des petites erreurs en playoff, par contre, Desharnais. Un gros joueur, ça. C'est un gros défenseur. Et je mets Scratch Philippe Broberg. Dans son cas, à lui, c'est un jeune défenseur, il a 22 ans, 8 points en 46 matchs l'année passée, mais je pense pas nécessairement que Desharnais soit sûr de rester dans la LNH. On aime son côté peut-être plus physique, là, mais Broberg est un gars qu'on peut... C'est un plan à travailler, Broberg. Peut-être un peu moins le cas pour ce qui est de Desharnais, mais par contre, Desharnais peut amener quand même un aspect différent à la game, puis je pense que ça peut être intéressant quand même. Au niveau des gardiens de but, ben là, on a une structure quand même... on n'a pas grand relève, là, on a ce qu'on a en termes de gardien de but. On a eu l'éveil d'un certain Stuart Skinner, l'homme à la moustache, qui a même d'ailleurs été invité au match des étoiles. Rien de moins, c'est rare qu'on voit des gardiens des Oilers au match des étoiles. Stuart Skinner, quand même, en 50 matchs, 2,75 de moyenne, 913. 2,75 de moyenne dans une équipe qui accorde 3,12. C'est quand même relativement bien. C'est relativement bien. Puis dans son cas, à lui, il était dans les 900 quelque chose aussi la saison d'avant avec les Oilers d'Edmonton. Fait que de maintenir ton pourcentage d'efficacité dans les 900 avec les Oilers, c'est quand même bon. Là. Puis là, lui, il est quand même 913. Il est dans les 910. C'est un gardien de but qui a une technique discutable, qui est très grand, bon gabarit, mais qui fait des arrêts. Puis ben ça met en confiance l'équipe en avant de lui. Encore une fois, je reviens avec l'idée, c'est pas une défensive exceptionnelle, mais c'est tout un show à voir aller les Oilers d'Edmonton parce que c'est dynamique comme match. Si vous aimez les matchs là, qui bougent tout le temps, bougent tout le temps, bougent tout le temps, c'est vraiment le fun à voir. C'est du hockey qui est intéressant à voir au niveau spectacle, les Oilers d'Edmonton, ce qui n'est pas à l'avantage des gardiens de but du tout. Par la suite, en termes de deuxième gardien de but, on y va avec le vétéran Jack Campbell, 36 matchs avec les Oilers l'année passée, 3,41, 888 en termes d'efficacité. Dans le cas de M. Campbell, il évoluait avec les Maple Leafs de Toronto, voilà 2 saisons, donc pas l'année passée, l'autre avant. 2021-2022 chez les Maple Leafs de Toronto, il y avait 49 matchs, 2,64 de moyenne, 914 d'efficacité. Fait que nous, quand on a signé Jack Campbell, on s'attendait à du 2,64 de moyenne et du 914 d'efficacité. Finalement, il nous a sorti du 888. Bon. Le point qu'on va donner, c'est que Jack Campbell est quand même... C'est un bon Jack. Je ne fais pas de jeu de mots avec son prénom, là, mais dans le sens, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, c'est un gars qui est un bon coéquipier, il pense à son équipe. Donc, je pense que quand même, il apporte une certaine présence qui peut être réconfortante pour le jeune Stuart Skinner. Mais, c'est clairement pas ce qu'on voulait de lui. Et on a des performances so-so, coup-ci, coup-ça, du côté de Campbell. Fait que, d'après moi, Stuart Skinner, tant qu'il tient le fort, c'est lui qui va avoir le poste de partant. Campbell devrait être l'auxiliaire. Puis après ça, on tombe avec Kelvin Pickard. Donc, Kelvin Pickard, on l'a connu à Edmonton déjà par le passé. L'année passée, il a joué dans la Ligue américaine. 38 matchs dans la Ligue américaine, 2,70 de moyenne, 912. Ce qui est quand même bon en termes d'efficacité. C'est peut-être pas un gardien de but de la hauteur de la LNH, mais c'est par contre un gardien de but qui a l'expérience de la LNH. Et ça, c'est un point qui est quand même intéressant. Alors, de manière générale, on n'a pas nécessairement changé beaucoup de choses dans l'organisation des Oilers. Parce que ton corps reste le même. Au niveau des défenseurs, il n'y a rien qui a bougé. Au niveau des attaquants, tu as quelques pièces qui ont été rajoutées, mais rien de trop dramatique. Puis les gardiens, on revient avec les mêmes. On n'a pas vraiment d'espoir qui devrait rentrer dans la LNH cette année. Ce qui fait que ton équipe est sensiblement la même. C'était la meilleure attaque l'année passée, c'était la meilleure avantage numérique, mais il n'était pas vargent en défensive. Tu ne peux pas t'attendre à un gros changement l'année prochaine. Je pense pas que les Oilers vont se découvrir un jeu défensif bang comme ça du jour au lendemain. Ce qui me laisse croire que probablement qu'on va avoir des performances très similaires de l'année passée. Je ne dis pas nécessairement qu'on va aller chercher dans le 160 points du côté de Connor McDavid. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais je pense quand même que c'est une organisation qui devrait faire confortablement les séries éliminatoires. De mon côté,
Je vous dirai pas que je les vois en finale de la Coupe Stanley, puisque mon call va peut-être un petit peu plus du côté de Dallas. Mais sans nécessairement atteindre le carré d'as, moi je pense que c'est une équipe qui va rentrer en séries éliminatoires assez confortable et je ne crois pas que c'est une équipe qui va se rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais ça, c'est mon call à moi. Alors d'après vous, les Oilers d'Edmonton, est-ce qu'ils vont être capables de se rendre en série? D'après moi, oui. Mais est-ce qu'ils vont être capables de se rendre au carré d'as ou peut-être même finale et gagner la Coupe Stanley? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de faire un petit j'aime à ma vidéo et de la partager. Plus qu'on est de hockey fan à jaser de hockey, meilleur que c'est. Et sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2023-2024. Un gros merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.